Il y a 103 ans, l'armistice était signé et mettait fin donc à la Première Guerre mondiale. Pendant 4 ans, Lyon a été une ville de transit pour des milliers de soldats qui prenaient le train à Perrache, mais aussi un lieu stratégique pour soigner les gueules cassées. Aujourd'hui encore, les archives départementales conservent des trésors de guerre qui nous permettent de ne pas oublier. Clémence Delarbre. C'est un petit carnet gardé très précieusement, écrit par un poilu lyonnais durant la Première Guerre mondiale. Dedans, il y raconte ses journées dans les tranchées, la faim, le froid ou encore son retour de guerre en mars 1919. Un document de grande valeur gardé dans les archives départementales. Ces documents, ils nous permettent vraiment de voir au plus près quelle était la vie du poilu, sinon on ne le saurait pas. Les journaux censuraient les informations négatives, il y a beaucoup de choses qui seraient oubliées. C'est vraiment un véritable trésor. Comme ce poilu, ils sont des centaines de milliers à être partis sur le champ de bataille. Durant toute la guerre, Lyon joue un rôle très important pour ses soldats. Terre de passage avec la gare de Perrache, mais aussi de soins pour les soldats blessés au combat. Lyon va développer une capacité hospitalière tout à fait remarquable avec une multiplication de près de 10 du nombre de lits de malades. Et donc on va voir passer beaucoup de poilus qui vont être soignés. Et Lyon va même développer une expertise pour le traitement chirurgical de ce qu'on va appeler les gueules cassées. La ville va également devenir le premier centre français de fabrication de moteurs d'avion. Durant 4 ans, Lyon se transforme pour participer à l'effort de guerre. La mémoire de la Première Guerre mondiale est restée très importante à Lyon. On le voit d'ailleurs dans le nom des rues, des artères. On a transformé le cours du Midi, on l'a appelé le cours de Verdun. Le cours du Nord, on l'a appelé le boulevard des Belges pour rendre hommage à l'armée belge qui nous avait aidés. Même si la ville n'a pas connu de combat, elle ressort de la guerre profondément meurtrie. Près de 2% de la population lyonnaise sera considérée comme morte pour la France. Moins d'une rue sur 15 aujourd'hui porte le nom d'une femme à Lyon. Un chiffre qui est amené à évoluer après France Peugeot ou encore Erwin Ralaf. Cette année, Lauriane Pellao, ce sont 3 lieux du 1er arrondissement qui vont bientôt porter le nom d'une femme. Oui, c'est bien ça, Elodie. Ce sont 3 lieux donc qui sont concernés. Le square rue Burdeau, le verger entre la rue Baudin et la rue Magneval et le City Stade rue Vaucanson. Une consultation a été organisée au printemps dernier par la mairie du 1er arrondissement pour recueillir les propositions des habitants. Tous les noms ont été gardés, sauf ceux des femmes encore vivantes ou de celles dont le nom a déjà été attribué à un lieu de la ville. Et justement, dites-nous quels sont les noms de ces femmes qui ont été retenues. Eh bien, il y en a 15. Elles sont connues à l'international, en France et surtout à Lyon. Des artistes, des scientifiques, des femmes engagées. On a aussi des sportives comme Suzanne Langlaine, surnommée la Divine, star internationale du tennis. Un cours porte déjà son nom d'ailleurs à Roland-Garros. Plus localement, Clémence Annick Burgard, résistante lyonnaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a participé à l'insurrection à Villeurbanne et à Lyon. Et enfin, on a aussi Fernande Gache, connue à la Croix-Rousse pour son restaurant. C'est l'une des mères lyonnaises qui a marqué l'histoire de la gastronomie française. Autant de noms que vous pouvez choisir jusqu'au 14 novembre prochain en votant sur le site du 1er arrondissement. Merci Lauriane pour ces précisions et donc dépêchez-vous, vous avez jusqu'à dimanche pour voter sur le site de la mairie du 1er. Le Premier ministre sera à Lyon demain. Jean Castex est attendu dans la matinée au commissariat du 9e arrondissement pour rencontrer les policiers de la BAC blessés, visés par des tirs à la Duchère. Il se rendra ensuite à Vénissieux pour rencontrer entre autres l'équipe pédagogique et les élèves du lycée Jacques Brel. Et puis à Vaux-en-Velin où il doit déjeuner avec les acteurs associatifs de la ville. La métropole de Lyon veut construire un nouveau cimetière dans moins de 10 ans. Ceux de Bron et de Rieux-la-Pape devraient arriver à saturation. Mais où implanter ce cimetière? Charlie avait été choisi, mais le maire et les habitants s'y opposent fermement. Une nouvelle étude doit donc finalement être lancée pour étudier différents sites. Clémence Delarbre et Lola Colomba. À Charlie, on respire enfin. Alors qu'un cimetière métropolitain de 14 hectares devait être construit sur ce site dans les mois à venir, le projet a été suspendu. Une très bonne nouvelle pour le maire de la commune. Quand on est maire de commune, on est responsable de ce qui se passe. Quand la métropole décide sans nous, forcément on est mécontent. Maintenant, le président s'est engagé à remettre à plat le dossier, à réétudier la totalité des sites pouvant accueillir
ce projet métropolitain. Donc pour nous, c'est un soulagement. Mais le terrain de Charlie est seulement en sursis. Une nouvelle étude va être lancée par la métropole pour déterminer le futur emplacement du cimetière. Un rétropédalage qu'elle justifie par un manque de concertation avec les territoires concernés. L'ancienne étude, celle de 2017, avait identifié 4 sites. Cette étude, on va la réactualiser et peut-être qu'ils amèneront à l'identification d'un autre site que celui de Charlie. Mais en tout cas, là, on a 2 sites métropolitains en termes de cimetières. On a celui de Bron qui est à l'est, on a celui de Rieux qui est au nord. Et pour compléter cette offre, il faut que ce cimetière soit forcément au sud. L'étude des différents sites devrait commencer dans les mois à venir. L'idée, c'est que la construction de ce nouveau cimetière débute très rapidement et pour cause. La métropole estime que d'ici 6 à 8 ans, les 2 cimetières métropolitains déjà existants à Rieux-la-Pape et à Bron seront saturés. Il y a donc urgence. En bref, un nouvel épisode de pollution aux particules fines est en cours dans le bassin lyonnais. La préfecture recommande donc d'abaisser sa vitesse dans l'agglomération. Il est conseillé de rouler à 70 km/h sur les axes limités à 90 et à 70 sur ceux limités à 80. Privilégiez également les transports en commun et évitez de chauffer vos logements au-delà de 19 degrés. La préfecture qui précise toutefois qu'il n'y a aucune restriction à ce stade, mais de bons comportements à adopter. Apprendre à dire non, un simple mot qui peut pourtant parfois être difficile à dire. À l'heure où l'on parle beaucoup de consentement, une illustratrice lyonnaise et 2 auteurs ont décidé d'expliquer ce terme aux plus petits. J'ai le droit de dire non, un album destiné aux 5-7 ans. Écoutez Fanny Vella au micro d'Hugo Frances. On parle aujourd'hui beaucoup de consentement plus tard, notamment lié aux relations sexuelles. Sauf qu'en fait, le consentement, il s'apprend dès le plus jeune âge. Et quand on accepte le nom d'un enfant, cet enfant-là qui se sent écouté et qui sent que son nom est valorisé, plus tard, quand il dira non pour d'autres problématiques peut-être plus graves, il va peut-être s'insurger plus facilement que son nom ne soit pas écouté quand tous les noms qu'il a formulés jusqu'alors ont été écoutés. Ces enfants-là, on attend que quand ils grandissent, ils soient capables d'énoncer un nom clair et qui soit compris quand une relation sexuelle qui ne rencontre pas de consentement justement se voit leur être proposée. Elle n'a pas attendu le succès de la série Le Jeu de la Dame pour se mettre aux échecs. À 8 ans seulement, Maëlys est déjà championne de France. Et chez elle, vous allez le voir, les échecs, c'est une histoire de famille. Hugo Frances et Arthur Blé. Devant son petit échiquier, elle a déjà tout d'une grande. À 8 ans, Maëlys a maté tous ses adversaires pour devenir championne de France d'échecs il y a quelques jours. Pas peu fière. J'étais heureuse, j'étais excitée, j'étais contente et fière de moi que j'avais tout gagné. Des fois, j'avais une pièce de moins parce que mon roi qui était attaqué, il y avait une menace de mat. Donc j'ai donné une pièce pour défendre le mat. Mais j'ai quand même réussi à la fin. Elle a mis son roi, elle l'a enfermé. Donc après, j'ai réussi à faire un mat. Une passion des échecs qui lui vient de sa famille. Ses 2 grands frères sont également joueurs en compétition, mais c'est bien son père, Christy, qui lui a enseigné ce jeu dès ses 4 ans. Elle s'entraîne tous les jours avec son papa. C'est un binôme en fait. Tous les 2 sont très fusionnels et ils jouent ensemble, ils s'entraînent ensemble. Elle n'est pas une génie, je pense elle travaille beaucoup. Par contre, elle est passionnée, donc du coup, elle se fait plaisir et elle fait quelque chose pour elle. Et c'est comme ça qu'elle réussit en fait. Alors, pour parfaire son jeu, Maëlys a désormais une coach chaque semaine. Elles visionnent ensemble ses parties pour les analyser et en tirer le meilleur. Avec mon entraîneuse, on faisait les ouvertures et la stratégie. Elle me donne des conseils, par exemple, dans ma partie, qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'ai fait comme erreur. De l'analyse pour peut-être devenir la nouvelle prodige des échecs, puisque pour Maëlys, pas besoin d'attendre la prochaine saison du Jeu de la Dame pour mettre le roi échec et mat.